Bienvenue dans The Transatlantic Entrepreneur Podcast, le podcast qui vous aide à réussir sur le marché américain. Je suis Christina Rebuffet-Brodus, la fondatrice de Transatlantia. Et ça fait plus de 20 ans que j'observe des entreprises européennes, particulièrement des entreprises françaises, qui se lancent sur le marché américain. Et pour être honnête avec vous, je vois de tout. Il y en a qui s'y préparent très bien, qui se font accompagner à chaque étape, qui bâtissent une stratégie sur plusieurs années. Et puis, il y a d'autres qui essayent à moitié. Ils veulent tester le marché américain, ils voient le potentiel, mais ils ne mettent pas vraiment les moyens. Et je parle de moyens financiers, humains, stratégie, etc. Et finalement, il y a aussi celles qui improvisent totalement en sautant sur une opportunité, mais sans vraiment réfléchir à la stratégie et de pourquoi et de comment ils vont s'implanter sur ce marché. Et à part leur stratégie, ou plutôt son absence, l'absence de leur stratégie, je ne parle pas d'entreprises médiocres, c'est pas ça. Je parle ici de boîtes avec des produits solides, des dirigeants compétents, motivés, dynamiques, qui n'ont pas peur de travailler, ils ont des bilans sains, et parfois ils sont même déjà présents dans 2, 3, parfois 4 autres pays européens. Donc, ce sont des gens qui ont prouvé qu'ils savent construire un business et qui savent aussi justement s'internationaliser en Europe. Et pourtant, aux États-Unis, ça coince. Et la question que je me pose en fait à chaque fois, et ça depuis des années, c'est pourquoi ça coince pour eux. Et avec toutes ces années, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le problème n'est presque jamais le produit. Oui, il y a parfois des adaptations et des ajustements à faire pour le marché américain, mais ce n'est pas le produit en lui-même qui est le problème. En fait, c'est plutôt la façon dont ces entreprises regardent le marché américain, comment ils s'y prennent, comment ils attaquent ce marché, parce qu'elles voient quelque chose qui n'existe tout simplement pas, un mirage. Vous connaissez probablement ce moment. Vous êtes autour de la table avec votre équipe, vous regardez vos chiffres en France, en Allemagne, en Espagne, etc. Tous les voyants sont ouverts et quelqu'un lance une idée. Eh ben, si on commençait à s'attaquer au marché américain, c'est vrai qu'il y a 330 millions de consommateurs, c'est pour l'instant, au moins, la première économie mondiale. Et le raisonnement semble logique. Si ça marche ici, si on a déjà réussi à s'exporter sur d'autres marchés en dehors de la France, et ça a marché, ça devrait aussi cartonner là-bas. Sauf que ce raisonnement repose sur une erreur. Et c'est une erreur que je vois se répéter année après année et qui coûte des fortunes aux entreprises européennes. Et c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Ce qui m'étonne toujours dans mes conversations avec des dirigeants européens, c'est leur niveau de confiance quand ils parlent des États-Unis. Ils ont voyagé à New York, à San Francisco, plusieurs fois, peut-être ils ont même fait des salons, ils suivent l'actualité tech américaine et ils ont l'impression de connaître le terrain. Mais voilà ce que personne ne leur dit. Les États-Unis, ce n'est pas un marché, c'est 50 marchés. 50 États avec des cultures d'affaires différentes, des réglementations différentes, des façons de vendre et d'acheter qui n'ont parfois rien à voir entre elles. Vendre au Texas et vendre en Californie, ce sont deux exercices complètement différents. Faire du business à New York ou dans le Minnesota, ça ne se ressemble pas. Et par exemple, moi qui viens du Mississippi, dans le sud-est des États-Unis, et ma sœur qui habite dans l'État de Washington, elle est vers Seattle, honnêtement, c'est deux mondes parallèles. C'est un peu comme si un Américain y débarquait en pensant que vendre en Finlande et vendre au Portugal, c'est la même chose sous prétexte que c'est l'Europe. Et bien sûr, il y a des Américains qui pensent comme ça. J'aurais peut-être du travail à faire dans ce sens, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Alors, dit comme ça, de penser qu'un marché finlandais et le marché portugais, c'est la même chose parce que c'est européen, pour vous, ça paraît absurde. Mais c'est exactement ce que font beaucoup trop d'entreprises européennes quand elles regardent vers le marché américain. Elles mettent
les États-Unis dans une case unique et elle cible le marché américain, comme si c'était une entité homogène, alors qu'elle n'oserait jamais cibler le marché européen de cette façon. Et je pense à un dirigeant d'une PME industrielle qui m'avait dit une fois, très sûr de lui, non mais mon produit il marche très bien en Allemagne, c'est de la qualité, c'est de la précision, les Américains ils vont adorer, suffit que je leur montre le produit. Et je lui ai demandé pourquoi un acheteur américain choisirait son produit plutôt qu'un concurrent local ou même pas local, peut-être un concurrent japonais, j'en sais rien. Et il m'a regardé comme si la réponse était évidente. Ah bah parce que nous on a la French Touch. Le problème, c'est qu'un acheteur américain ne se réveille pas le matin en cherchant de la qualité française ou de la qualité européenne. Il se réveille en cherchant une solution à son problème. Comment améliorer sa marge, par exemple, comment livrer plus vite, comment se simplifier la vie, peut-être comment gagner plus d'argent aussi. Et si votre offre n'est pas formulée dans ces termes-là, présentée par quelqu'un en qui il a confiance, ben, cette solution n'existe pas pour lui. Votre qualité française, votre savoir-faire, tout ça, ça n'a que peu de valeur tant que vous ne l'avez pas traduit en bénéfice concret pour lui. Bien sûr, il y a quelques exceptions comme la mode, le luxe, la gastronomie, mais si on est sur des produits tech, industriels ou autres, la French Touch, ça ne fait rien du tout. Et c'est une question de perception. Et bien cette perception, vous ne la contrôlez pas depuis votre bureau à Lyon, à Toulouse, à Grenoble ou à Paris. Et déjà une première question, c'est est-ce que justement ça vous parle, cette frustration d'avoir un bon produit et de ne pas comprendre pourquoi le marché américain ne mord pas? Si ça vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Je vois des clients, ils ont aussi cette frustration. Et donc, au fil des années, j'ai identifié 3 obstacles qui reviennent systématiquement chez les entreprises françaises qui échouent aux États-Unis. Alors, ce ne sont pas des erreurs ponctuelles ou des coups de malchance, bien que en 2020, c'était peut-être le cas. Et encore, il y avait pas mal d'entreprises qui se sont lancées à l'assaut du marché américain en 2019, qui ont bien réussi, qui ont bien survécu. Bref, non, on parle plutôt des problèmes de fond. Et le plus troublant, à mon avis, c'est que ces obstacles sont souvent invisibles pour ceux qui les subissent. Le premier, c'est ce que j'appelle l'invisibilité commerciale. Concrètement, vous n'existez pas aux yeux des acheteurs américains. Et ce n'est pas parce que votre entreprise est trop petite ou que votre marque est inconnue, c'est parce que le marché américain fonctionne sur la relation mais aussi sur la transaction. Mais c'est vrai que les relations, c'est quand même quelque chose qui est important à ne pas sous-estimer, d'où l'importance du réseautage. Un acheteur américain, il ne va pas chercher spontanément un fournisseur européen dont il n'a jamais entendu parler. Il ne tape pas dans Google meilleur fabricant de composants en France. Ce qu'il fait, c'est justement, par exemple, appeler quelqu'un dans son réseau, demander autour de lui, demander une recommandation, faire confiance à un contact qui connaît un contact. Je pense que sur ce point, les Français et les Américains ont beaucoup de similitudes. Mais pendant ce temps, vous envoyez des mails de prospection depuis chez vous. Oui, c'est des mails bien faits, très professionnels, mais ils finissent à la poubelle. Non pas parce qu'ils sont mal écrits ou que votre anglais pose problème, on a maintenant plein d'outils, les erreurs d'anglais, c'est même... Mais c'est parce que justement, peut-être personne ne vous a introduit. Ils vous connaissent pas, ils découvrent, vous débarquez de nulle part, vous n'êtes pas dans le circuit, on va dire. Alors, ce qui est cruel dans cette situation, c'est qu'on peut facilement en tirer la mauvaise conclusion. C'est-à-dire que le produit n'intéresse pas, que le marché n'est pas mûr, que ce n'est pas le bon moment, que les Américains ils ne comprennent pas l'intérêt et la valeur de votre produit. Alors qu'en réalité, en fait, le produit n'a jamais été mis devant les bonnes personnes au bon moment. C'est un peu comme crier dans une pièce vide et conclure que personne ne veut vous écouter. Le problème, ce n'est pas forcément votre voix ou votre message, c'est simplement que vous n'êtes pas dans la bonne pièce et il y a personne qui est là pour écouter.
Alors, le deuxième obstacle, on va regarder, c'est ce que j'appelle l'impuissance opérationnelle. Par exemple, le décalage horaire. Tout le monde en parle comme un inconvénient mineur. Oui, non, mais c'est bon, on fera l'école le soir, on s'organisera. J'entends ça tout le temps, surtout si l'entreprise française a son marché sur la côte Est et il n'y a que 6 heures de décalage. Sauf que ce n'est pas juste un détail d'organisation. Alors, c'est encore un problématique si justement votre activité, si ça se passe sur la côte ouest des États-Unis, où là, il y a 9 heures de décalage. C'est quand même pas facile à gérer. Il faut relancer un prospect américain entre 5 et 10 fois avant d'obtenir une réponse. Ça paraît d'être beaucoup. Même, on pourrait presque dire, non, mais au bout de 10 fois, c'est limite du harcèlement. Mais non, en fait, c'est la norme. Les Américains ne s'attendent pas à les Américains, ils s'attendent justement à la persévérance. Et quand vous arrêtez de relancer après 2 mails, par politesse, parce que vous voulez pas déranger, en fait, je dirais même pas, c'est pas qu'ils interprètent ça comme un manque de conviction, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de vous capter, en fait. C'est juste, ils ont vu et ils ont aussi rapidement oublié. Alors, maintenant, mettez-vous dans la situation concrète. Vous êtes à Paris, il est 9 heures du matin, vous voulez appeler vos prospects américains, sauf qu'à New York, il est 3 heures du matin. Et à Los Angeles, il est minuit. Donc, votre journée commence quand la leur finit. Alors, comment est-ce que vous relancez 7 fois dans ces conditions? Comment est-ce que vous répondez dans l'heure à une demande urgente si vous dormez à ce moment-là? C'est des vraies questions qu'il faut anticiper quand vous commencez justement à rentrer en contact, rentrer en contact, mais aussi quand vous commencez à signer, surtout quand vous signez des clients américains. Et là, dans ces cas-là, ce que je vois souvent, c'est des dirigeants ou des équipes qui s'épuisent parce que des appels à 22 heures après une journée déjà chargée, surtout si vous avez des enfants en bas âge, des voyages transatlantiques, parfois crevants pour parfois des résultats décevants. Tout ça, ça fait que ça ne tient pas dans la durée. Et donc, des prospects intéressés qui refroidissent parce que personne n'était disponible au bon moment. Et justement, pendant ce temps-là, vous avez un concurrent local qui a décroché son téléphone à 9 heures, heure de New York. Il a rappelé dans l'heure, il a obtenu le rendez-vous, pas parce qu'il est meilleur que vous, mais parce qu'il était là au bon moment et c'est souvent premier arrivé, premier servi sur le marché américain. Le troisième obstacle, c'est le fossé culturel. Et celui-là, il est vicieux parce qu'il vous fait croire que vous faites tout correctement alors que vous envoyez les mauvais signaux sans le savoir. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Un rendez-vous avec un Américain qui vous dit « Yeah, awesome, yeah, that's interesting, let's definitely keep in touch » avec un grand sourire. Et puis, plus rien, silence radio. Ce n'est pas de l'hypocrisie de sa part. C'est simplement une code que vous n'avez pas décrypté. Let's keep in touch. En américain, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne va surtout pas dire on se rappelle bientôt, malgré les mots qu'il a utilisés. En fait, c'est juste une façon polie de dire au revoir. Donc, il faut juste le savoir. Le deal, je vais pas dire que le deal était mort à ce moment-là, mais clairement, il y avait pas quelque chose pour lui où c'était clair qu'il y aura une étape suivante dans cette discussion. Mais si vous avez compris let's keep in touch comme je vais vous écrire, je vais vous contacter, c'est que là, vous n'avez pas compris cette petite différence culturelle. Les Américains, c'est vrai qu'ils sont directs dans leur façon de communiquer au quotidien. Et c'est là justement où c'est trompeur parce que vous dites, s'ils sont directs, s'il me dit « let's keep in touch », c'est qu'il va le faire. Non, ils sont directs, mais aussi polis quand ils refusent quelque chose. Les Français, en fait, c'est souvent l'inverse. On tourne autour du pot dans la conversation, on a beaucoup de nuances, beaucoup de sous-entendus, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est franc. Parfois, un peu brutal, si je peux me permettre. Mais quand on dit non, on dit non. Alors, bien sûr, il y a le « non, mais je vais réfléchir ». C'est un peu vous savez que quelqu'un qui dit « ouais, non, mais je vais réfléchir », il va pas trop réfléchir. L'Américain qui dit « let's keep in touch », c'est un peu l'équivalent de « je vais réfléchir » en français. Alors,
Le résultat dans tout ça, c'est que vous pensez avoir une opportunité en cours, vous attendez, vous relancez timidement, pas trop parce que vous ne voulez pas trop déranger non plus, et vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas. Alors, ce décalage, il se retrouve partout dans du business entre Français et Américains. Il y a des différences dans la façon de présenter votre entreprise, par exemple. En France, on va valoriser souvent la modestie. Vous dites, on est une petite entreprise, on fait du bon travail, on a quelques belles références, on existe depuis tant d'années, etc. Mais aux États-Unis, petit égale risqué. Si vous ne vous projetez pas dans l'ambition, la confiance, personne ne prendra le pari de travailler avec vous. Votre humilité, qui est bien perçue en France parce que ça montre que vous êtes les pieds sur terre, vous n'avez pas la grosse tête, ben, aux États-Unis, cette humilité, cette modestie peut être perçue comme un aveu de faiblesse ou un manque de confiance en soi. Et pourquoi un client américain va vous faire confiance quand vous n'avez pas confiance en vous? Autre différence, c'est la façon de vendre. Vous parlez, et ça, j'ai vu suffisamment de pitch pour parler de ce sujet, où vous parlez de caractéristiques techniques, de spécifications, d'ingénierie, de technologies innovantes, etc. Et vous êtes très fiers justement de votre R&D, de vos brevets, de toute la recherche que vous avez mis pour arriver à cette belle avancée technologique. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de bijoux de technologie, comme on dit. Mais l'acheteur américain, lui, il veut savoir une seule chose. Qu'est-ce que ça va me rapporter? What's in it for me? Tout le reste est secondaire. Au moins, c'est pas la première chose à aborder dans une discussion, dans une relation commerciale. Parce qu'il n'achète pas la technologie, ce qu'il achète, c'est un résultat que votre technologie va lui permettre d'obtenir. La technologie, c'est des détails. Et donc, ces trois obstacles, l'invisibilité, la distance, le fossé culturel, ça explique pourquoi tant d'entreprises européennes se plantent aux États-Unis. Le produit n'est pas en cause, c'est vraiment l'approche qui ne fonctionne pas. Alors, une question qui me revient souvent. Pourquoi certaines entreprises passent ces obstacles et d'autres non? Parce qu'il y en a qui réussissent, il y en a beaucoup qui réussissent même. Il y en a qui construisent une présence américaine durable, qui fabriquent des belles success stories qui sont devenues tellement présentes aux États-Unis qu'on oublie presque que c'est une entreprise européenne. Alors, qu'est-ce qu'elles font différemment? D'abord, elles ne traitent pas les États-Unis comme un marché export parmi d'autres. Elles comprennent que ça demande une stratégie à part, des ressources dédiées, une attention spécifique. Elles ne se contentent pas d'envoyer quelqu'un au CES une fois par an en croisant les doigts, mais elles construisent une présence réelle. Alors, pas forcément un bureau ou une filiale, mais une capacité à être réactive, à être visible et à répondre présent quand un client américain a besoin d'elles. Et elles ont compris que la présence compte plus que la perfection du produit. Ensuite, et ça peut sembler contre-intuitif, elles acceptent qu'elles ne connaissent pas ce marché. Les dirigeants qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui arrivent avec humilité, qui posent des questions, qui s'entourent des gens qui connaissent le terrain, qui ont cette capacité de se remettre en question et de se dire on comprend qu'on comprend rien du marché américain. Même quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, ce n'est pas dire je ne connais rien du business ou que je connais rien de mon produit, c'est que vraiment là, j'avance en terrain totalement inconnu. Et déjà, accepter ça, entendre ces messages et se dire, je vais justement apprendre de zéro. Là, pour moi, c'est vraiment le marqueur d'un dirigeant qui va réussir sur le marché américain. Parce qu'il n'applique pas automatiquement ce qui a marché en Europe. Il ne cherche pas à imposer sa façon de faire à un acheteur américain en espérant que ça passe, parce que ça ne passera pas. Et puis, autre chose, c'est ces entreprises qui réussissent ont de la patience. Alors, ce n'est pas qu'elles avancent lentement, mais qu'elles savent que ça prend du temps. En fait, c'est de la patience stratégique, je dirais. Elles savent que les résultats ne viendront pas en 6 mois,
Elle ne change pas de cap tous les trimestres parce que les chiffres ne décollent pas assez vite. Non, elle s'engage dans la durée avec des attentes réalistes et la capacité d'ajuster sans tout remettre en question. Et quand je compare les entreprises qui finissent par abandonner, la différence est nette. Celles qui échouent pensent souvent que leur réussite européenne leur donne une légitimité automatique aux États-Unis, qu'il suffit d'y aller et parce que c'est un grand marché, parce que les gens y décident vite, parce que les gens ils ont de l'argent, leur produit va marcher. Ils pensent que cette réputation qu'ils ont peut-être mis des années, parfois des décennies à construire en Europe, qu'elle va traverser l'Atlantique tout seul. Et elles sous-estiment ce que ça demande en temps, en énergie, en budget, en remise en question. Donc elles s'impatientent et surtout elles refusent de changer leur façon de faire en se disant ça marche dans tous les autres pays, pourquoi ça marcherait pas ici? Alors, si vous envisagez de vous développer aux États-Unis, si vous êtes déjà en train d'essayer, voilà ce que je vous invite à vous demander. Posez-vous cette question. Est-ce que vous regardez le marché tel qu'il est ou est-ce que vous regardez justement ce mirage américain? Avez-vous une vraie stratégie pour les États-Unis? Est-ce que vous avez simplement étiré votre stratégie européenne en espérant que ça fonctionne en le traduisant en anglais? Avez-vous les moyens d'être réactif et visible aux yeux d'un acheteur américain? Ou est-ce que vous comptez sur votre produit pour parler de lui-même? Ces questions sont peut-être inconfortables et si vous avez peut-être du mal à avouer la vérité, c'est normal. Parfois, ça prend un peu de temps de faire le travail dans votre tête. Mais ces questions, elles valent la peine d'être posées. Le marché américain ne pardonne pas l'à peu près. Et le vrai coût d'une mauvaise approche, ce n'est pas juste de l'argent, même si ça coûte beaucoup d'argent. C'est aussi le temps perdu, c'est l'énergie gaspillée, c'est la motivation, la confiance en soi. Et parfois, c'est la conclusion, c'est fausse, c'est que votre entreprise n'a pas sa place là-bas. Alors avec une approche différente, elle aurait pu réussir. Donc, si vous avez reconnu certaines de vos expériences ou de vos doutes dans ce que je viens de décrire, sachez que c'est complètement normal. La plupart des dirigeants européens qui regardent vers les États-Unis passent par ces mêmes questionnements. Et personne ne réussit tout d'un premier coup. Alors, sachez aussi qu'il existe des façons d'aborder ce marché qui contournent ces obstacles. Des approches qui partent de la réalité du terrain plutôt que du mirage. Et c'est justement ce qu'on fait chez Transatlantia. On aide les dirigeants français et européens à voir ce qu'ils ne peuvent pas voir seuls, à comprendre ce qui bloque et à construire une approche qui tient la route sur la durée. Et si ça vous parle, je vous invite à aller faire un tour sur transatlantia.com, prendre un rendez-vous et on peut en discuter. Alors, si je devais résumer cet épisode en une idée, c'est que le marché américain n'est pas un marché plus grand. C'est un marché différent. Oui, c'est vrai qu'il est plus grand, mais ce n'est pas juste ça. Mais tant que vous ne l'aborderez comme un marché très différent, vous allez justement rester invisible aux yeux de vos acheteurs américains. Et dans le prochain épisode, on va parler d'une erreur que je vois très souvent et qui coûte très cher. On va dire autour de 200, 300 000 euros en moyenne. C'est l'erreur de recruter un VP Sales américain trop tôt dans votre développement. Je vous expliquerai pourquoi c'est souvent une fausse bonne idée, je dirais, et ce que vous pouvez envisager à la place pour avoir à la fois des meilleurs résultats et moins de dépenses. C'était The Transatlantic Entrepreneur et je vous dis à très vite.